La reprise économique aux États-Unis, la bourse de New York au plus haut, plusieurs signes apparemment décisifs. L'incidence de cette reprise sur l'économie française, l'incidence également des élections allemandes dimanche, mais aussi une note bien pessimiste de la direction de la prévision. Sur tous ces points, une interview de Jacques Delors. Réunion en ce moment même à Bobigny de la commission de conciliation dans le conflit d'Aulnay chez Citroën. Enfin, la mort apparemment volontaire d'Arthur Koestler et de son épouse. L'auteur du Zéro et de l'Infini avait 77 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 titres et une image, celle de Barney Clark, qui fêtait aujourd'hui ses 3 mois de survie, pourrait-on dire, à l'aide d'un cœur artificiel. C'est la première fois que vous allez pouvoir voir cet homme de face. Jusqu'alors, on ne le filmait que de dos. C'est aussi la première fois que vous allez l'entendre dans un anglais difficile dû à une trachéotomie. Mais l'homme ne souffre plus de confusion mentale comme à une certaine époque. Il n'a plus non plus de tuyaux qui le gênent. Cette première interview est donc, avant tout, un document à la fois difficile à supporter, mais aussi porteur d'espoir. What does it feel like to have an artificial heart in the chest? Do you have pain or is it uncomfortable? Not at all. It feels comfortable. The only thing you get used to is, I imagine, this pump. The noise of the pump? But you get used to that. Does that bother you much at sleep? No, it doesn't bother me at all. And even when I'm awake, it doesn't. Well, there's been a lot of people ask questions about what it feels like and everything and what the whole experience has been. What has it been like? Well, most of it is breathing. Here, under the lack of air. Shortness of breath? Shortness of breath. Is that the thing that's bothered you the most? Yes. During the time? Just being short of breath meant much of the time. Is that getting better? Yes, I think it's getting a little better. Un gros dossier économique maintenant, un dossier né de ces quelques clignotants qui se sont mis, si je puis dire, au vert aux États-Unis. La reprise économique se confirme là-bas, en effet, de jour en jour. L'index des indicateurs avancés du mois de janvier a enregistré sa plus forte hausse depuis 33 ans. Résultat, la bourse exulte et le gouvernement américain révise maintenant en hausse ses prévisions de croissance pour l'année. Édouard Laure. La publication hier par le département du commerce de la tendance économique pour janvier 83 a surpris les plus pessimistes des financiers américains. 3,6% d'augmentation, le chiffre le plus élevé depuis 1950, depuis 33 ans. Tous les postes pratiquement sont passés au vert, de l'indice de la construction aux commandes de biens d'équipement. La bourse de New York ne s'y est pas trompée, qui a elle aussi hier battu un nouveau record avec le Dow Jones, l'indice des valeurs industrielles, à 1135 points. Bref, ça va bien, ça va même presque trop bien, à tel point que les plus proches conseillers économiques du président Reagan montrent quelques réticences. Personne ne peut dire aujourd'hui si cette tendance record de janvier est le signe d'une véritable reprise économique qui va se confirmer dans les mois à venir, ou si c'est le simple fait d'un mois exceptionnel. Surtout dans la mesure où il existe encore des points noirs, le chômage par exemple, qui ne présente aucun signe de baisse. Cela dit, malgré cette prudence des responsables américains que l'on peut comprendre après ces 2 dernières années de crise, les industriels, et ce sont eux les premiers intéressés, parlent maintenant d'une réelle reprise de l'économie américaine. Alors évidemment, assez égoïstement, nous nous sommes posé la question, quelle incidence cette reprise peut-elle avoir sur l'économie monétaire, autrement dit, de dévaluation? Je reçois des notes plutôt noires, d'autres plutôt roses. La fuite a porté sur une note plutôt noire, chacun s'en gargarise, peu importe, ce qui va bien. Nous sommes le seul pays européen à avoir stabilisé le chômage. L'inflation, elle était de 14% quand M. Barr a quitté le gouvernement. Nous l'avons ramené en dessous de 10%. Ce qui ne va pas, le commerce extérieur. Bien sûr, il était déjà déficitaire sous M. Barr, parce que notre économie s'est un peu assoupie, trop assoupie. Mais il l'est encore plus aujourd'hui, en raison notamment de la hausse du dollar. Alors cela, il faut changer. Il faut que les Français achètent davantage français et il faut que nos entreprises vendent davantage français. Voilà le point essentiel. Quelle va être, Monsieur le Ministre, l'influence des élections allemandes sur l'économie française et sur la vie quotidienne des Français? Alors certains disent qu'après les élections municipales, on devra forcément dévaluer. Écoutez, il y a les marchés d'échange avec la spéculation,
alimenté par le fait que personne ne voit clair à l'horizon. Et puis, il y a le durable. Si les chrétiens démocrates gagnent, il est possible qu'il y ait avant ou après une spéculation. Mais on en a vu d'autres. Le durable, c'est l'amitié franco-allemande. Et je crois que nos amis allemands, qu'ils soient chrétiens démocrates ou socialistes, savent très bien qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Allemagne en tant que nation, en tant qu'économie puissante, sans l'Europe. Nous avons des questions à leur poser sur l'Europe. Celle-ci est actuellement à un carrefour. Ou bien elle donne un coup de rein, elle va en avant, ou bien elle régresse. Nous sommes partisans que l'Europe aille de l'avant. On posera ces questions après les élections françaises et allemandes. Absolument, comme c'est normal, à un gouvernement installé pour plusieurs années. Et alors quel sera l'impact, ou quel peut être l'impact de cette reprise que l'on voit naître aux États-Unis? C'est une bonne chose que l'économie américaine reprenne. Ça ne suffit pas pour sortir de la crise. La crise est plus profonde que cela. Mais au moins, cela peut donner des signes de confiance au monde entier. En attendant, il me semble que cette reprise américaine peut provoquer, par un changement de climat psychologique, une reprise en Europe à la fin de 1983, à la fin de cette année, et que nous devons nous préparer pour en profiter, c'est-à-dire pour exporter davantage. Alors Philippe Dacier, comment s'y retrouver dans toutes ces notes, ces feux orange, rouge ou vert à l'étranger? Pas toujours facile. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se lèche les babines devant ces notes confidentielles qui sortent depuis plusieurs semaines et qui, en général, ne sortent pas du bureau des hauts fonctionnaires et des ministres. Par ces fuites interposées, on règle quelques comptes politiques, y compris, semble-t-il, à l'intérieur de la majorité. Voilà pour la forme. Pour le fond, Jacques Delors l'a dit, notre problème numéro 1 est notre déficit commercial, et si dimanche prochain les chrétiens démocrates allemands remportaient une large victoire, eh bien le marque serait plus fort et le franc plus faible. Alors on a parlé de débat sur la rigueur. En fait, il s'agit de savoir très rapidement que faire si notre commerce ne se redresse pas, et là, il faut bien le dire, il n'y a pas 36 solutions. Soit notre balance commerciale se redresse, soit nous incitons les Français à consommer moins et à épargner plus, soit nous nous mettons en vacances de système monétaire européen, soit nous refermons les frontières. La période électorale a perturbé et effacé ce débat économique qui est fondamental pour notre vie quotidienne. Et il faut bien le dire, Patrick, que la vie politique devient une partie de catch de plus en plus. C'est bien dommage. Oui, autre actualité à l'étranger directement reliée à nos problèmes économiques, les dernières manœuvres de l'OPEP à Londres. 8 des 13 pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole se sont réunis pour essayer d'éviter la guerre des prix qui les menace. Nous avons vu arriver ici le Brésilien et le Saoudien, Cheikh Yamani. Une réunion qui se poursuit demain, malgré le scepticisme des Algériens qui la jugent inutile. Les affaires sociales avec à nouveau Citroën en tête de pont au deuxième jour de la grève déclenchée par la CGT à Aulnay. Une petite lueur ce soir, un petit espoir de règlement de ce conflit qui dure depuis plus d'un mois. En ce moment même, une réunion à Bobigny, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une réunion tripartite avec le préfet, la direction et la CGT. Martine Gilson nous appelle dès qu'il se passe quelque chose à Bobigny. Et puis l'autre gros conflit du moment, c'est celui des mineurs de Carmaux. Il est au point mort ce soir, pas de nouvelles réunions entre la direction et les syndicats. On parle quand même d'une reprise des négociations. La CGC est venue apporter son soutien à Force ouvrière et à la CGT, mais au-delà des péripéties des négociations, Corinne Pertuis et Gilbert Usan ont voulu comprendre les racines du mal en enquêtant avec les mineurs, et vous allez voir quelle charge émotionnelle, symbolique, comprend cette évocation de la mine. La production en millions de tonnes pour 82 était de 0,620. En 83, elle est estimée à 0,540. À Carmaux, chaque année, les enfants ont un cours sur la mine, le charbon, son importance pour le pays et surtout pour la région. Il faut dire qu'à Carmaux, on ne vit qu'avec et que par la mine. Toute la population du bassin, soit 15 000 personnes, se sent concernée par le problème et solidaire des mineurs en grève. À l'école, dans les livres d'histoire, les enfants apprennent que la production n'a cessé de diminuer depuis l'âge d'or de l'après-guerre. À l'époque, 7 000 mineurs travaillaient dans le Carmozin. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 500. Pour les anciens, cette histoire ne date pas d'hier.
Le mec, il y avait du charbon partout. C'était la politique qui voulait ça, quoi. C'était la fin du charbon. Ça ne vient pas aujourd'hui. De toute façon, la mine, quoi, pour moi, ça vient de 20 ans en arrière. Maintenant, dans la campagne, les mines abandonnées offrent leur spectacle de désolation. Un seul puits reste en activité. 3000 jeunes voudraient pouvoir y travailler. Ça fait 2 ans que je suis inscrit pour entrer à la mine. Je n'ai toujours rien reçu. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Je suis au chômage. Et j'attends. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans votre cas? Oh oui. Dès qu'ils sortent de l'école, pratiquement, soit c'est le chômage, soit c'est la mine. Il n'y a pas autre chose. La mine est l'industrie principale sur le Carmont. Et nous sommes donc solidaires puisque nous formons tous une chaîne. Si la mine ferme, bon, nous n'avons plus de raison d'être. On vit de la mine, on est amis avec les mineurs. C'est presque nos frères. On a toujours vécu avec eux. Alors c'est normal que ça fasse mal au ventre de les voir comme ça arracher des tripes. C'est normal. Hein. C'est normal. Oui. La direction des charbonnages voudrait abandonner l'exploitation du fond et développer les gisements à découvert. Les grévistes, eux, voudraient au contraire embaucher des mineurs de fond. Le dialogue est rompu. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on sorte ce charbon qui existe, effectivement? Il faut qu'il y ait beaucoup du monde, il faut qu'on prenne des embauches et tout ça. Que les industries prennent le charbon à Carmont et pas dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Une solution pour la mine, toute la population du Carmozin l'attend. Demain, les mineurs entameront leur 22e jour de grève. Et peut-être tout à l'heure, me dit-on, des négociations à Toulouse entre donc la direction et les syndicats. À Bobigny, le conflit Citroën. Tout de suite, j'appelle Martine Gilson pour cette réunion tripartite. Comment cela se passe, Martine ? Patrick, la réunion n'est pas encore terminée. Alors vous savez, il s'agit ici, en présence du préfet, donc d'un représentant des pouvoirs publics, de trouver un compromis qui permette bien sûr de sortir du conflit sans que ni la CGT ni la direction ne perdent la face. Alors la direction d'abord, à qui l'on pourrait proposer de transformer certains des licenciements en mutation ou en stage de formation professionnelle. La CGT ensuite, qui pourrait justement accepter que ces licenciements soient transformés en mutation. Reste à savoir, bien sûr, si chacun ici est prêt à mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, de cette réunion dépend ce qui va se passer demain matin à Aulnay. Vous savez que la CGT a annoncé une grosse surprise pour demain matin. En cas de succès de cette réunion, cette grosse surprise pourrait être la fin du conflit. En cas d'échec de cette réunion, ce pourrait être l'extension du conflit aux autres établissements de Citroën. De toute façon, Martine, on vous retrouve à 23h30 dans le journal que vous présentera Claude Sérillon. Dernier conflit spectaculaire du moment, la grève des étudiants en médecine. Ils étaient plus d'1 millier à défiler aujourd'hui dans les rues de Lille. Et à Paris, ils ont décidé d'organiser un référendum auprès de tous les étudiants dans les CHU, à propos bien sûr de la réforme du 3e cycle des études médicales. Les municipales, par un biais tout d'abord syndical encore, puisque ce matin, c'est Henri Krasuki qui, pour la CGT, est monté en première ligne en demandant aux électeurs, je le cite, de donner une leçon à la droite. Les travailleurs ont tant eu à souffrir des hommes de la droite, qui sont aussi les hommes du grand patronat du CNPF. Ils ont eu à souffrir des politiques antisociales, de la liquidation des industries, des atteintes aux libertés, que leur intérêt est de ne rien faire qui puisse favoriser, si peu que ce soit d'aucune façon, les hommes de la revanche, les hommes du retour en arrière, mais au contraire, quelles que soient les difficultés, quels que soient même les sujets d'insatisfaction ou les faux pas, leur intérêt syndical et leur intérêt de travailleurs est de faire en sorte que les choses aillent de l'avant pour leurs revendications, pour les réformes engagées, pour le progrès social. Et ça ne peut pas aller avec un vote ou une abstention qui favoriserait la droite, c'est évident. Ça veut dire que vous craignez des abstentions? Je pense avoir été tout à fait clair. Ce matin, dans le Figaro, Antoine Pinet a demandé au contraire aux Français de rappeler le gouvernement de la France au bon sens. Valéry Giscard d'Estaing, de son côté, a estimé
que la vocation de l'opposition était de rassembler tous les convaincus et tous les déçus. Enfin, Jacques Chirac, dans l'émission RTL Le Monde, estime que le gouvernement cache, pour des raisons électorales, la véritable situation économique française. Hypocrisie que je voudrais dénoncer du gouvernement actuel, qui dit des choses dont il sait parfaitement, j'imagine, qu'elles ne sont pas exactes et qui ensuite en fait d'autres. Souvenez-vous, juin dernier, la conférence de presse du chef de l'État, tout va bien. 3 jours après, c'est le blocage des prix et des salaires. Pour prendre le dernier exemple, le Premier ministre, s'adressant aux Français sur les écrans de télévision, explique que tout est parfait et qu'en réalité les progrès sont en train de se produire. Et puis 3 jours après, les indices les plus importants, les plus sérieux, marquent que la situation se dégrade à nouveau et de façon extrêmement préoccupante. Le Parti socialiste, en réalité, fait des expériences sociologiques en France. Eh bien, dans la situation qui est la nôtre, je le déplore considérablement. Nous ne sommes pas, la France n'est pas un terrain d'expérience, surtout dans la situation difficile qui est la sienne actuellement. Nous avons aujourd'hui lancé un certain nombre de choses, puis ça ne marche pas, alors on change de politique. Et je ne sais pas si, comme le disait M. Passeron, les responsables de l'opposition doivent être taxés de chevaliers de l'Apocalypse, mais ce que je sais, c'est que nous sommes entre les mains d'irresponsables qui s'imaginent que la France est un terrain d'expérience pour l'idéologie socialiste. Eh bien, ce n'est pas l'idée, moi, que je me fais de la France. Raymond Barre, de son côté, a fait un choix pour l'élection de Lyon. Il appartiendra, dit-il, à chacun de se prononcer selon sa sensibilité propre, mais comme électeur dans le 6e arrondissement de Lyon, je veux faire savoir que je voterai au premier tour pour le maire sortant Francisque Collomb. Le président du mouvement des radicaux de gauche a, lui, été reçu par le chef de l'État cet après-midi. Roger Gérard Schwarzenberg s'est déclaré très sensible à l'appel du président au large rassemblement des Français. Notre organisation, a-t-il dit, représente le centre-gauche au sein de la majorité. Elle est également le parti du dialogue et de l'ouverture. Du côté maintenant des plus petits partis, victimes du combat frontal gauche-droite, il nous a semblé juste de recenser avec Patricia Charnelet les départements où ils sont représentés par des listes dans les grandes villes. Les petites listes, elles existent. Comment les qualifier autrement, ces formations coincées entre les 2 grands blocs, droite-gauche, majorité présidentielle, opposition nationale? Une fois de plus, c'est ce net affrontement droite-gauche qui prévaudra sous forme de duel dans une majorité de villes. Mais pour les 500 000 sièges de conseillers municipaux, il y a également de très nombreux candidats qui vont tenter leur chance sur les petites listes. Ainsi, l'extrême gauche, très présente. Outre les partis communistes, internationalistes et marxistes-léninistes, ce sont les 80 listes communes de lutte ouvrière, Arlette Laguillet, et de la Ligue communiste révolutionnaire, Alain Krivine, qui apparaissent dans toute la France. La moyenne d'âge de ces candidats est de 31 ans et leur objectif est de permettre aux électeurs de gauche d'exprimer leur désaveu de la politique gouvernementale. Le PSU, lui, est surtout présent sur les listes d'union de la gauche, sauf dans une quinzaine de grandes villes où il concourra tout seul. Les divers gauches, eux, sont beaucoup moins nombreux. On trouve là des jobertistes, des gaullistes de gauche et les nouveaux royalistes de Bertrand Renouvin, des candidats à Paris, en région parisienne et en province. Les écologistes, on remarquera surtout leur présence dans tous les arrondissements de Paris, Brice-Lalonde dans le 5e, et dans des grandes villes de province. Leur participation est malgré tout assez restreinte. C'est sans doute le signe des divisions qui les ont agités depuis plusieurs mois. Il faut dire aussi que certains d'entre eux sont présents sur les listes d'union de la gauche. Pour la droite, plusieurs listes divers droites. Tout d'abord, c'est par exemple l'Union des libéraux à Paris, dans tous les arrondissements, et en province, des personnalités proches de l'opposition, mais qui refusent le seul choix RPR-UDF. Enfin, l'extrême droite avec le Front National, bien représenté à Paris. Jean-Marie Le Pen a choisi le 20e arrondissement, et les candidats du Parti des Forces Nouvelles, une présence plus discrète en province. Vous le voyez, les petites listes, exception faite de l'extrême gauche, subissent toujours la pression des grandes formations. Leur score permettra toutefois de voir si les Français se laissent séduire par d'autres candidats que ceux des 2 grands blocs. À ce propos, une protestation du président du Front National, Jean-Marie Le Pen, après l'attentat qui a visé la nuit dernière sa permanence du 20e arrondissement à Paris. Puis un autre attentat la nuit dernière contre le président du Conseil général du Gard, Gilbert Baumet, exclu il y a quelques mois du Parti socialiste. Vous savez maintenant que dimanche prochain, Antenne 2 organise une vaste soirée électorale. J'aurai le plaisir de vous accueillir sur l'antenne en compagnie de tous nos spécialistes et de la plupart des grands dirigeants politiques pendant près de 4 heures, un peu avant 20 heures.
Un gros dispositif d'estimation pour tout savoir avant tout le monde, mais aussi des images synthétiques qui vont nous servir pour notre générique et notre illustration graphique. Jacques Violet vous dit comment tout cela se fabrique. Piloter Antenne 2. Faire évoluer le sigle A2 dans l'espace est un vrai plaisir aux commandes d'un ordinateur. Ces sigles que vous voyez se déplacer, les nuages, le rouge du soleil, le bleu du ciel, n'ont pas d'existence réelle, pas de réalité physique. Leur image est fabriquée par l'ordinateur et mise en mémoire dans l'ordinateur. C'est l'image synthétique. Regardez, voici comment, avec cette boîte de commande, les informaticiens de Thomson ont fabriqué cette bande-annonce pour la soirée des municipales. Cette fabuleuse technologie, c'est celle des simulateurs. Aujourd'hui, le prix des carburants reste très élevé. Piloter un ordinateur coûte moins cher que de piloter un avion. Entraîner des pilotes d'avions civils et militaires aux manœuvres d'atterrissage, apprendre aux marins à rentrer au port sans encombre, c'est tout ça la simulation. Faire conduire un pilote de char en reproduisant l'environnement sonore et visuel, le pilote est enfermé dans cette cabine et ressent exactement les mouvements du terrain. C'est une caméra qui filme au ras du sol sur une maquette et le paysage défile devant le chauffeur sur un écran. Mais aujourd'hui, les maquettes et les caméras disparaissent. C'est l'ordinateur qui va créer ces images. La reconstitution d'un paysage sera faite point par point à partir des relevés cartographiques qui seront mis en mémoire dans l'ordinateur. Maintenant, ces autres images. Elles serviront de support aux journalistes pour vous communiquer les estimations ville par ville. Elles remplacent les vieux cartons. Lorsqu'il y aura ballottage dans une municipalité, Marianne tournera la tête. La machine qui permet de réaliser ces dessins, la voici. Un ordinateur graphique qui permet de fabriquer électroniquement des caractères, des chiffres et des images. Jean, un dessinateur d'Antenne 2, travaille avec un informaticien pour définir les formes et les couleurs qu'il désire. Regardez la palette à la disposition du créateur. Dernière partie du dispositif graphique mis en place, une banque d'images sur vidéodisque. L'association Immédiat a travaillé avec la photothèque d'Antenne 2 pour mettre en mémoire sur vidéodisque les portraits des candidats. C'est le trombinoscope des municipales. Sur un disque comme celui-ci de 30 cm, il est possible aujourd'hui de stocker plus de 100 000 images. Relié à un ordinateur qui analysera l'ensemble des résultats, au fur et à mesure de l'arrivée des chiffres dimanche dès 20 h, pour chaque ville, s'afficheront sur votre écran les résultats avec les photos des candidats. Jean Cazenave, réalisateur, Albert Duroy et les journalistes du service politique mettent la dernière main, règlent les derniers petits problèmes avec les informaticiens, les politologues et les graphistes qui ont travaillé sur cette opération. Alors maintenant que vous avez vu tout ça, nous comptons donc sur vous dimanche soir, un peu avant 8 h. Le voyage du pape en Amérique centrale accueille enthousiaste au Costa Rica 250 000 personnes il y a quelques heures à la messe de San José, la capitale. Jean-Claude Darigo. Pour accueillir Jean-Paul II à son arrivée au Costa Rica, près de 700 000 personnes, soit le tiers de la population, s'étaient massées à proximité de l'aéroport de San José. Dès son premier discours sur la terre costaricaine, le pape a donné le ton de son voyage en Amérique centrale. Non à la guerre, a-t-il dit, non aux appétits des puissances étrangères, non au collectivisme ou au capitalisme, par contre oui à la réconciliation, oui au rôle de l'Église dans laquelle Jean-Paul II voit le meilleur défenseur des opprimés. Aux 54 évêques du Centre-Amérique, le pape a parlé haut et clair. Il est nécessaire, a-t-il déclaré, que dans vos pays, l'Église continue à exposer avec courage les obligations sociales de la condition de chrétien. L'Évangile doit défendre les hommes, surtout les plus pauvres et les plus démunis, ceux qui n'ont aucune terre et qui sont marginalisés. L'Évangile s'efforcera d'éliminer l'oppression, l'injustice sous toutes ses formes. Il n'y a rien d'aussi lamentable ou d'aussi alarmant que la moindre menace de guerre qui dévasterait les pays de la région et les jetterait en pâture aux intérêts étrangers. Des paroles à forte consonance politique considérées déjà comme les plus engagées du pontificat de Jean-Paul II. Le pape a choisi le tranquille et pacifique Costa Rica pour lancer les lignes fortes de son message de paix. Il devra maintenant les tester au Nicaragua, au Salvador et singulièrement au Guatemala, où encore aujourd'hui le gouvernement qui devrait le recevoir a fait exécuter 6 jeunes révolutionnaires.
Oui, bien sûr, et l'émotion est grande au sein de l'église guatémaltèque ce soir. Donc, après les exécutions de ces 6 personnes, le pape avait bien fait savoir avant son arrivée en Amérique centrale qu'il était hostile à la peine de mort. Il y a quelques jours, 4 de ces condamnés avaient même été graciés à la dernière minute, au moment même où on leur bandait les yeux. Et il semble bien que ces exécutions relèvent de la provocation. On se demande si l'escale du pape lundi ne va pas être annulée au Guatemala donc. Arthur Koestler est mort, il est mort en compagnie de sa femme. On a retrouvé le couple dans sa maison de Londres. On sait que l'écrivain appartenait à la Société pour le droit à une mort digne. Il semblerait donc que l'écrivain, qui avait 77 ans, et sa femme se soient suicidés. Patrice Pellet nous rappelle qui fut l'auteur du Zéro et de l'Infini. De tous les écrivains de sa génération, Arthur Koestler a été celui qui a le mieux décrit le processus du totalitarisme. Journaliste de talent, pamphlétaire redouté, Koestler s'intéresse passionnément aux grands mouvements qui secouent l'Europe dans les années 30. Le nazisme, le fascisme, le communisme et enfin le sionisme. Mais Koestler est avant tout un homme d'action. Vivre tranquillement de sa plume ne lui ressemble pas. Dès l'annonce de la guerre civile espagnole, pour un journal londonien, il part comme correspondant. Capturé par les troupes de Franco, il est jugé et condamné à mort. De cette pénible expérience dont il est miraculeusement sorti, il tirera son premier roman, Un testament espagnol, et concevra une haine farouche contre la peine de mort. Communiste dès 1931, il quitte le parti en 1938 et publie plusieurs livres anti-staliniens, dont le plus connu en 1940. Le Zéro et l'Infini. Dans ce livre, il décrit le processus de dégradation du communisme, à ses yeux, un système oppressant. Sa vie personnelle et son métier d'écrivain sont toujours étroitement mêlés. C'est de son expérience vécue que germeront des romans comme Le Yogi et le commissaire en 1945 et L'âge de l'imagination en 1950. Une autre source de passion attire Koestler, la philosophie orientale. Vers la fin de sa vie, il se rendra au Japon et en Inde pour chercher une réponse aux angoisses de l'Occident. Les époux Saint-Aubin, ces bijoutiers dijonnais qui luttent depuis près de 20 ans pour connaître la vérité sur la mort de leur fils, demandent 1 million de francs à l'État. Ils avaient été déclarés irresponsables par la justice il y a 4 ans et ils veulent qu'on leur répare ce préjudice. La fille de Klaus Barbie va pouvoir rencontrer son père dans les jours qui viennent à Lyon. Elle devrait quitter samedi le Tyrol pour Lyon. Charles Trenet, nouveau candidat à l'Académie française, 2 fois de suite, cela ne se fait paraît-il jamais. Il aura affaire à forte partie puisque le président Senghor a été présenté tout à l'heure par un groupe de 5 académiciens. Les résultats du quartet de Vincennes, il fallait jouer le 12, le 8, le 5 et le 18. Très gros rapport, vous le voyez dans l'ordre, plus de 338 000 francs et dans un ordre différent, plus de 21 000 francs. Jolie somme. Et puis, avant de parler de la météo en France, quelques images de très mauvais temps qui nous viennent des États-Unis, très exactement de la côte ouest, de la Californie. Vous allez découvrir avec quelle violence les inondations font rage là-bas. Pluie torrentielle, 17 personnes sont mortes, au moins 130 millions de dollars de dégâts, près de 10 000 personnes ont dû être évacués en raison de ces inondations et on estime à peu près à une 50aine le nombre des blessés. La tempête vient de se calmer et se dirige maintenant vers l'intérieur du pays. Avec Alain Gillot-Pétret, donc les prévisions de la météo pour notre modeste territoire. Et beaucoup plus calme. Voulez-vous voir la France vue du ciel? Eh bien, regardez la photo satellite de la Météo nationale à 36 000 km d'altitude, comme si vous y étiez. Le seul endroit en France où il y a un peu de nuages, c'est ici, sur les Flandres. C'était cet après-midi. C'est extrêmement rare d'avoir une photo d'une telle qualité, sans nuages sur la France, ni sur l'Espagne, sauf sur la côte Est. J'en profite pour vous donner le bulletin de la neige, puisqu'on voit si bien. Regardez, neige sur les Pyrénées, neige sur le Massif central, neige sur les Alpes, neige sur le Jura, neige sur les Vosges. La carte pour demain... Voilà, c'est du beau temps, comme aujourd'hui, avec quand même une petite zone de nuages qui traversera le nord du pays en se désagrégeant, pouvant donner quelques petites pluies par-ci par-là, mais donc c'est du beau temps pour demain, pour samedi et pour dimanche aussi, à quelques petites nuances près. Les températures stationnaires par rapport à aujourd'hui, minimum 6 degrés prévus à Bâle-Mulhouse, maximum 15 degrés à Perpignan, peut-être davantage. Il faisait 18 à Biarritz cet après-midi, 14 prévus pour demain. Les températures un peu au-dessus des normes, tant mieux. Demain, vendredi 4 mars, 4 minutes de soleil en plus, et grâce au soleil, on a de plus en plus de minutes de soleil chaque jour.
lever 7h29, coucher 18h37 et on fêtera aussi les Casimir. Voilà, après un spécial football, c'est à 23h30 que vous aurez le plaisir de retrouver Claude Sérillon. Je vous quitte sur de très belles images de ce volcan de Hawaï qui fait toujours des siennes. Et j'espère vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.